coronavirus en Côte d'Ivoire, sur la gestion du coronavirus en Côte d'Ivoire. Merci aussi à nos intervenants qui vont succéder à ce pupitre ici. Nous aurons le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Sendou Fofana, le directeur général de la santé, le docteur Mamadou Samba, et le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu, qui parlera au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, tout comme au nom de la direction générale de la police. Sans plus tarder, je voudrais ici inviter M. le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Sendou Fofana. Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Je pense que pour ce qu'il est donné, d'abord c'est de dire merci pour l'opportunité qui est donnée d'avoir expliqué l'action gouvernementale dans son ensemble pour ce qui concerne le comité qui est mis en place visant à procéder à mettre en place un dispositif permettant d'avoir une action de riposte face au Covid-19. Pour ce qu'il est donné de constater et pour ce qui est de mon ressort, il s'est agi dans un premier temps de prendre des mesures qui ont par la suite montré leur efficacité à travers la prise de décret que le chef de l'État a pris conformément au, je parlerai de l'état d'urgence qui a permis de fermer les restaurants, les maquis et bien d'autres établissements de loisirs, ainsi que l'ensemble de tous nos établissements qui relèvent de notre compétence, parlant ici de tout ce qui pourrait engendrer l'afflux de personnes. À l'issue de cela, nous avons été chargés par le comité à l'effet de mettre des centres en place pour le confinement de personnes ayant eu des contacts avec des cas avérés. Et dans ce cas d'espèce, c'est l'INJS qui, au jour d'aujourd'hui, est en état de travaux et de remise en état. Partiellement, ça a été mis en état pour plusieurs centaines de chambres et nous continuons la mise en état pour mettre les climatiseurs, mettre des télévisions et faire en sorte qu'il y ait un service d'hygiène et de salubrité du cadre de vie pour l'amélioration. Ensuite, il faut dire que nous continuons et hier dimanche, une réunion s'est tenue à la primature et aujourd'hui, sous la conduite du Premier ministre, il y a eu une visioconférence. Au cours de la réunion qui a duré plus de 3 heures, il a été convenu de prendre des dispositions visant à arrêter des sites de prélèvement. Plusieurs sites de prélèvement qui est du ressort du ministère de la Santé, mais en termes de logistique à mettre en place, compte tenu de notre capacité à gérer des hôtels et avoir un personnel qualifié pour la gestion de ces infrastructures, d'avoir déployé toute la logistique pour les différents centres de prélèvement, pour une dizaine de centres sur Abidjan et ensuite sur les grandes villes de l'intérieur, pratiquement parlant de presque les 12 districts, chefs-lieux de district de notre pays.
à la suite de cela, il faut continuer à prévoir des salles d'aménagement pour accueillir ceux qui sont des malades qui nécessiteraient un confinement. C'est pourquoi nous avons convenu de procéder à la mise en état d'un certain nombre d'établissements tels que le parc des sports, et il y a le VITIB qui est déjà retenu pour les cas des malades avérés pour une place faisant 74 places et fait l'objet de pension complète. C'est-à-dire le malade est pris en charge totalement. Et une équipe dédiée avec le ministère de la Santé est à la tâche pour veiller à leurs soins et au suivi médical. Il est à prévoir que, évidemment, si on devra atteindre des proportions où on devra atteindre dans une quinzaine de jours, d'ici le 15 avril, sûrement nous allons atteindre une période de pic. Et si cette période arrivait, quelles étaient les dispositions du point de vue de la logistique qu'on déployait à l'effet de pouvoir absorber tous les cas qui se présenteraient à nous? Et c'est à cette problématique que nous répondons en envisageant dans les mesures de riposte le déploiement d'infrastructures sur l'ensemble du territoire, mais principalement pour Abidjan qui constitue le foyer de la pandémie sur notre territoire. Il va sans dire que bien des établissements ont été retenus. Il s'agit notamment du parc des sports, comme je l'évoquais tantôt, du stade Jesse Jackson de Yopougon, et il y a aussi le stade Champrou et bien d'autres entités qui ont été retenues. Ce qu'il faut noter à ce jour, nous allons identifier plusieurs sites et il y a une différenciation à faire sur 3 niveaux de logistique que nous déployons. Il y a en tout premier lieu la logistique pour les prélèvements. La logistique pour les prélèvements, au regard de la sensibilité et de la confidentialité, il faut avoir à faire en sorte qu'il y ait des sites dans quelques jours qui soient rendus opérationnels sur tout le territoire d'Abidjan à bien des points pour rapprocher ça des différentes personnes et communiquer autour. Et nous reviendrons vers vous pour vous donner les sites précis d'installation de ces différents centres de prélèvement. Il va s'agir d'installer des chapiteaux et cloisonner les médecins et les différents acteurs de prélèvement dans des box, de sorte à préserver la confidentialité de celui ou celle qui est reçu. Il va s'agir aussi principalement de faire en sorte que nous ayons suffisamment de box pour désengorger les files d'attente. C'est pourquoi nous allons installer des chapiteaux de 500 mètres carrés à 1000 mètres carrés, de sorte à faire face à l'afflux et à la demande. Évidemment, pour les autres questions relevant du domaine médical, je pense que ceux qui sont du domaine médical prendront le relais pour dire techniquement comment ils attendent organiser ces prélèvements. Mais ce que je peux vous dire, avant qu'ils ne prennent la parole, c'est que l'État s'est conséquemment doté à l'effet d'avoir tout ce qu'il faut comme matériel, tout ce qu'il faut comme outils techniques pour avoir à faire ce prélèvement de masse sur une population plus élargie. Ça, c'est pour ce qui concerne la première vague de la logistique. La deuxième vague de logistique, c'est de faire en sorte que pendant cette période, il y ait la logistique de personnes à confiner. Et pour ces personnes à confiner, ce sont des personnes dites des personnes, des contacts ayant eu des relations avec des cas avérés. À partir de ce moment, ces personnes qui, des raisons qui nécessitent leur confinement, il
va sans dire que nous sommes dans un état de droit et que leurs droits sont respectés. Nous faisons en sorte d'avoir à leur mettre à disposition un cadre adéquat pour qu'ils soient pris en charge totalement et que leur suivi, au fur et à mesure de cette période de 2 semaines de confinement, ils soient dans les conditions optimales de salubrité et d'hygiène de vie, mais aussi de prise en charge médicale, puisque nous ne cherchons pas que le confort, nous cherchons les conditions de les isoler pour qu'ils soient suivis, pour qu'à la fin, il y ait résultat de leur situation, et que s'il s'avérait qu'ils étaient malades, alors la partie médicale revenait au ministère de la Santé de les prendre totalement en charge, et pour ceux qui ne le sont pas, voir comment les mettre dans les conditions de vie normale. Pour le troisième et dernier cas, pour la logistique que nous mettons en place, il va s'agir pour nous de faire en sorte que pour ceux qui sont des malades ou les établissements dédiés à leur accueil, on aura atteint des stades de pic qui ne permettent pas d'avoir la capacité qu'il faut et qu'il faut avoir à prévoir une augmentation des capacités d'accueil, alors nous intervenons pour accroître la capacité à partir des instructions reçues par le Premier ministre visant à faire en sorte que nous ayons des infrastructures comme ça se fait partout ailleurs pour que ces différents cas qui sont des personnes déclarées positives, des personnes déclarées évidemment comme ayant contracté le Covid-19, mais qui ne sont pas en situation de dégradation de leur état de santé. Ces personnes seront dans ce cas-là, dans ces endroits bien indiqués. Évidemment, de sorte à libérer les lits d'hôpital pour les cas les plus graves et les assister pour toute la logistique au plan médical qui nécessite leur état de santé. Voilà les dispositions qui ont été arrêtées au cours de ces différentes réunions. Maintenant, on pourrait parler des délais. Je pense qu'en termes de délai, nous nous donnons une marge. C'est une marge de 3 à 5 jours où nous allons commencer à déployer d'ici là, dans les 3 jours à 5 jours, tout ce qui concerne pour les prélèvements, les infrastructures qui devaient permettre aux uns aux autres de se faire prélever. Ensuite, pour ce qui concerne le confinement, c'est déjà le cas. Nous allons d'ici avant la fin de la semaine pour l'INJS. Il faut dire qu'aujourd'hui, je n'ai fait de publicité à personne, comme nous sommes à la télé, mais ce sont des gestionnaires réputés dans le monde comme étant des hôteliers des grands groupes que nous nous sommes attachés à leur service, y compris nous-mêmes, nos spécialistes en matière de gestion hôtelière et de restauration collective et de gestion des entités pour leurs questions d'hygiène et de salubrité, qui ont pris en main ces opérations visant à donner fière allure à l'INJS à l'effet d'accueillir les personnes à confiner. Donc, il faut que cela soit bien clair. L'INJS n'est pas un endroit infecté ou quoi que ce soit. C'est un endroit très salubre. Des instructions fortes ont été données et nous-mêmes, nous passons au quotidien pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Il y a des générateurs qui ont été installés sous forme d'énergie secours, au point que s'il y a coupure même de courant, ils bénéficient toujours des conditions de climatisation et des conditions pour la conservation de leurs aliments et bien d'autres choses. Et il y a des restaurateurs qui ont été commis à la prise en charge de la pension complète pour leur offrir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Vous comprenez dans ces conditions qu'il y a aussi des personnes qui sont commises à la tâche pour l'entretien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais fait aussi le linge,
et mettre leur linge dans des conditions d'entretien et de traitement des linges à l'effet d'obtenir un linge propre, mais pas seulement propre, mais désinfecté. Voilà ce que nous pouvons dire, et c'est ce modèle qui va être répliqué à l'échelle nationale. Et c'est ce que nous allons nous employer au quotidien à le faire sous la responsabilité du Premier ministre et de tout le gouvernement. Pour ce que nous concerne, il faut savoir que nous travaillons pour apporter un appui à l'entité opérationnelle de la gestion de la pandémie qui est le ministère de la Santé. Et nous sommes ici au ministère de la Sécurité parce que c'est l'état d'urgence et comme tel, c'est le ministère qui dispose, de mon point de vue, de l'aptitude à pouvoir gérer ces questions, et nous travaillons dans une cellule de crise et dans une commission qui est chargée d'envisager les mesures appropriées pour enrayer, pour ne pas dire abdiquer cette pandémie et booster cette pandémie au bout d'un certain temps et faire en sorte que nous stoppons la progression de cette pandémie. Voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne mon département et pour le rôle que nous jouons. Et maintenant, si des questions sont ici et là, que des points sur lesquels vous voulez avoir des précisions, c'est tout naturellement que volontiers je me soumets à vos préoccupations et en vue de vous donner des éléments de réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs. Et maintenant, pour les questions sanitaires, nous accueillons ici le Dr Mamadou Samba, directeur général de la santé. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Ce point de presse, nous allons développer quelques points qui sont très classiques. Ce sont les dispositions prises pour le confinement ou l'isolement d'Abidjan. Également, notre capacité à offrir des soins. Et je pense que là, sur ce point-là, Monsieur le ministre en a beaucoup parlé. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et puis je voudrais vraiment qu'on puisse parler des mesures prises en place pour la protection du personnel dans nos structures sanitaires. Comme vous le savez, depuis minuit, Abidjan est isolé du reste de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à tous les checkpoints avec le ministère de l'Intérieur et les forces de défense et de sécurité pour assurer le contrôle sanitaire. Pour assurer le contrôle sanitaire aux frontières d'Abidjan. Nous continuons cet exercice que nous avons commencé depuis, c'est-à-dire prise de température. Et en cas d'état fébrile, nous retirons la personne pour ne pas que cela puisse se passer. Et concernant le renforcement de notre capacité de prise en charge, cela a été dit plusieurs fois, la capacité de plus de 300 lits, ça a été dit. Également, je crois que M. le ministre a même décrit un peu même le process en termes de prise en charge, des cas légers dans des endroits, des cas plus graves à l'hôpital. Donc, on pourra en revenir, bien sûr, s'il y a des questions, mais je ne vais pas répéter ce qu'a dit monsieur le ministre. Cependant, je voudrais observer que nos équipes d'intervention rapide sont sur le terrain. C'est vrai qu'on se plaint toujours du 143. Oui, nous sommes nombreux à téléphoner. Donc, le 143 ne marchera pas, mais il faudrait insister. Vous aurez les agents du 143 qui viendront chez vous pour vous prélever et donner des conseils d'usage. Notre politique en Côte d'Ivoire, c'est dépister, isoler, traiter. Dépister les cas qu'on pense suspects, les isoler, mais également isoler les cas contacts et ensuite les traiter. C'est à travers ça qu'on pourra réduire la pandémie pour le VIH-Sida et excusez-moi, la pandémie
du Covid-19. Vous savez, on a tellement fait d'ici là pendant longtemps qu'on a encore les vieilles habitudes. Mais par contre, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu plus du personnel de santé. C'est vrai que d'ici là, on entend qu'il y a des remous. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts pour mettre à disposition du matériel de protection pour les personnels de santé. C'est vrai que le plan de distribution de ce matériel est un peu lent. C'est vrai aussi que les quantités que nous avons ne sont pas énormes, mais toutes les structures recevront. Nous avons eu la chance, nous avons reçu un don de Alibaba, d'une fondation chinoise, qui va nous permettre d'augmenter ces produits de protection pour nos agents de santé. Et nous tenons. Nous allons recevoir aujourd'hui également un autre don qui va nous permettre de répondre avant que nos commandes passées puissent aboutir. Comme vous le savez, les pays qui produisent tous ces produits sont aussi dans la même crise que nous. Des pays plus forts que nous achètent ces différents produits rapidement. Donc nous devons faire en sorte aussi d'avoir ces produits-là. Mais les dons que nous avons, nous allons les distribuer très rapidement de sorte à protéger nos agents de santé. Et cela, c'est très important pour nous. Je voudrais faire un petit point sur le port des gants. C'est vrai qu'on porte tous des gants, mais dans les mesures barrières, il n'y a pas de port de gants. Donc ne portons pas des gants. Les mesures barrières sont lavez-vous les mains et utilisez du gel hydroalcoolique. Mais lorsqu'on met un gant, on ne se lave plus les mains. Or, il faut se laver les mains. Les gants vont transporter le virus partout. Donc c'est très déconseillé de porter un gant. Mais malheureusement, à Abidjan, je vois que tout le monde a des gants. Mais je vous rappelle aussi, si vous portez un gant, ça veut dire qu'il y a un agent de santé qui n'a pas de gants. C'est ça aussi la réalité. Il faudrait qu'on puisse laisser les gants aux agents de santé pour qu'ils puissent faire le travail pour lequel vous souhaitez qu'ils le fassent. Mais si nous portons tous des gants pour se balader au plateau, pour se balader à Trècheville, nos agents de santé risquent de manquer de gants. Sur le marché international, il n'y a pas assez de gants. Donc, à notre petit niveau, faisons en sorte que les gants disponibles soient aux mains des personnels de santé. Donc, je voudrais vous encourager, plutôt que de porter des gants, de vous laver les mains régulièrement, d'utiliser un gel hydroalcoolique. C'est ça qui est important. Sinon, vous avez des gants, vous pensez que vous êtes protégé, sûrement, mais vous allez toucher votre visage avec les gants, vous allez toucher votre stylo avec les gants, et vous n'allez pas laver les gants. Donc, le conseil que je peux donner pour aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on retire tous des gants et qu'on se lave les mains comme recommandé. Parce que c'est le lavage des mains qui permet de réduire la propagation de la maladie. Mais les gants, non. Donc c'est sur ce point de gants que je voudrais m'arrêter et dire que les numéros 143, 101 et 125 sont toujours disponibles pour un cas où si vous avez les signes que nous indiquons tous les jours, pour que nos équipes d'intervention rapide puissent aller vous prélever chez vous et vous confiner si besoin est. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Samba. Vous m'aviez indiqué tout à l'heure qu'il fallait enlever les gants. J'ai enlevé les miens. Merci beaucoup pour ces conseils très utiles. Et maintenant, nous allons accueillir le commissaire principal Charlemagne Bleu pour un point sur la situation sécuritaire. Mon commissaire. Merci, monsieur le directeur de la communication, messieurs les ministres, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le DG, madame la directrice de cabinet adjointe, distingués journalistes de la presse nationale et internationale, nous sommes ici cet après-midi pour la continuité donc de la communication sur les principes sécuritaires liés au couvre-feu, mais également et surtout à l'état d'urgence décrété depuis donc le 23 mars dernier par le chef de l'État. Le point de la situation la nuit d'hier à aujourd'hui nous donne donc 35 individus donc interpellés pour violation du couvre-feu,
10 malades, donc 10 personnes assistées pour urgence sanitaire au plan national et un corps enlevé, décès à mort naturelle. Hein. Je tiens à m'insister pour ne pas me faire encore interpeller par les internautes. Donc c'est une mort naturelle, un décès à Djamé, dont le corps donc a été conduit à la morgue d'Anyama hier nuit. Je voudrais donc continuer par faire un point beaucoup plus global. Depuis donc le 24 mars dernier, nous enregistrons 41 individus interpellés pour violation du couvre-feu à ce jour, 76 donc engins, véhicules et motos, tricycles pris en flagrant délit de violation du couvre-feu, et puis 35, pour ne pas dire 36 cas, donc dans le cadre donc des actions civilo-militaires, 36 cas d'assistance à personnes dans le besoin, en urgence sanitaire, j'allais dire. Et puis il y a eu donc 5 corps de mort naturelle enlevés dans les différents domiciles et conduits à la morgue. C'est le point global donc de la situation depuis le 24 mars dernier à ce jour. Je voudrais donc profiter, suite à la communication dans le JT d'hier de monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, un point qui a été, je pense, assez clair et éloquent pour l'ensemble de nos compatriotes. Nous avons insisté sur le fait que nous sommes dans une période d'exception et que l'isolement d'Abidjan, le chef de l'État ne l'a pas décidé de gaieté de cœur. Il a dit hier que c'est un cas d'exception. Nous nous sommes étonnés ce matin, surpris au constat de voir que déjà à midi, nous avions plus de 300 cas de demande donc de laisser passer, comme si nous étions dans une situation normale. Et donc 85% de ces cas portent essentiellement sur des questions d'assistance funéraire, aller donc faire des obsèques à l'intérieur du pays et un peu partout. Je voudrais ici en appeler à la conscience de nos compatriotes, parce que l'heure est grave. Il faut comprendre que votre police, les FDS en général, ne vous veulent pas forcément vous astreindre à vos domiciles, vous contraindre à rester chez vous. C'est la maladie, le mal qui nous frappe tous, cette pandémie, qui nous y oblige. Et donc, il va falloir que chacun de nous fasse sa part de sacrifice en acceptant les mesures édictées par le chef de l'État et son gouvernement. Il y a donc des demandes qui vont recevoir, j'allais dire, des refus, qu'ils comprennent notre compassion qui les accompagne, mais à l'impossible nul n'est tenu. Le ministre de la Sécurité et donc de la Protection civile ne sera pas à mesure de satisfaire, je voudrais le dire net, toutes les demandes qui ont été déposées ce matin. Et c'est même un appel que nous voulons lancer pour ceux qui sont dans ces cas de s'abstenir de venir donc déposer ce genre de demande. Ensuite, la seconde chose, c'est que le dépôt des demandes est délocalisé depuis donc ce jour à l'École nationale de police, qui a un site beaucoup plus adapté à accueillir du monde, et les demandes seront traitées en relation avec le bureau de l'école par le cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Voici en gros ce que je voudrais vous dire cet après-midi pour le compte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Je vous remercie. Et me tiens naturellement tout à l'heure à votre disposition s'il y a des questions auxquelles nous allons forcément répondre. Merci. Merci beaucoup, mon commissaire. Comme levé l'exercice, nous allons prendre 5 questions. Monsieur, vous vous présentez, l'organe que vous représentez. Alors, je me présente, je suis Benjamin Bassobé de l'agence souveraine de presse AIP. Ma
Oui, allez-y. Dans le point, depuis le 24 mars, j'ai noté que au niveau des interpellations, 41 personnes ont été interpellées. Alors que je sais que il y a 2 jours de cela, on était là, il y avait déjà 40 personnes interpellées. Aujourd'hui, avec le nombre qui nous a été communiqué, donc je ne sais pas si c'est une erreur, j'ai pu entendre 41 personnes interpellées depuis le 24 mars. Madame. Oui, bonjour. Valérie Bonny, BBC. J'ai plusieurs petites questions, mais c'est juste des chiffres. Je voudrais avoir le nombre exact de lits en réanimation disponibles et qui seront disponibles, le nombre de respirateurs disponibles et qui seront disponibles, le nombre de tests qu'on peut effectuer par jour. Par ailleurs, j'ai une question pour le ministère de la Sécurité. Le bouclage d'Abidjan a été reporté de 3 jours, du mercredi au dimanche. Les gens se sont précipités dans les gares routières. Est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi vous avez décidé de ce report, sachant que les gens allaient se déplacer à l'intérieur? Merci. Troisième question. Merci, Jérémy Junior, le Banco.net. Je veux avoir le point de la situation concernant les personnes qui ont été contaminées. Et si possible, on se demande est-ce qu'il y a lieu de décès. Merci. Oui. Bonsoir, Mahama Traoré de RTI. Juste savoir, avec monsieur le directeur général de la santé, est-ce qu'il y a réellement, oui ou non, velléité de grève du personnel de santé au niveau de son département ministériel? Et qu'est-ce qui est fait réellement pour les accompagner dans cette période où ils seront mis à rude contribution? Je crois que nous y sommes. Hein? Une dernière question? La 5e? Ok. Voilà, nous y sommes. La première question de l'AIP, c'est concernant les interpellations. Je voudrais donc pour cela inviter le ministère en charge de cette question, mon commissaire. Merci. C'est un lapsus. Vous avez vu que vous avez dû constater. C'est donc 421 personnes interpellées à ce jour. Voilà. Vous voudrez bien nous en excuser, mais c'est 421 personnes interpellées à ce jour. Hier, la nuit d'hier à maintenant, c'est 35. Et depuis le 24 jusqu'à aujourd'hui, ça fait donc 421 personnes interpellées. Je voudrais donc m'en excuser et vous dire que pour ce qui est donc du report, pour répondre à madame, c'est juste des commodités, pour des commodités d'accueil. Vous comprenez qu'on ne peut pas prendre une décision et puis il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour accueillir les citoyens qui sont dans le besoin. Et donc il a plu donc, au chef de l'État d'accorder cela. Et c'est ce qui s'est passé. Je comprends pas bien les mesures qui ont pu... quand vous dites les mesures d'accompagnement, concrètement, c'est quoi? Je voulais dire que lorsque la mesure a été prise pour l'isolement d'Abidjan, du Grand Abidjan en général, il fallait mettre donc les commodités d'accueil. Et c'est vu cela que, au regard de cela, que ce report a été donc concédé par les autorités. D'accueil pour qui? Pour ceux qui, bien entendu, ceux qui viendront donc pour demander les autorisations, donc J'ai compris. voilà, Okay. les laisser passer. J'ai compris. Que nous pourrions demander au directeur du cabinet Également, oui, il peut, oui, bien entendu. Okay. Monsieur le DIRCAB, okay. Voilà pour complément d'information. Voilà. Pour commencer, en suivant les conseils de monsieur le directeur général, je le fais devant la caméra pour que ça puisse atteindre tous nos concitoyens. S'agissant de la question de madame, je voudrais juste rappeler que lorsque monsieur le ministre a annoncé l'interdiction des déplacements entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays le mercredi, pour le 26, il n'y avait pas encore de test pris. Partant du décret,
le ministre a préparé un arrêté qu'il a soumis évidemment à sa hiérarchie. Cet arrêté n'a été signé que le vendredi. Et quand on signe un arrêté, on permet aux gens de le connaître. Donc il faut le diffuser. Permettre à tous ceux qui sont descendus sur Abidjan, faire des courses, de pouvoir retourner. Des gens d'Abidjan qui étaient allés à l'intérieur au moment où l'arrêté se prenait, il fallait leur permettre de regagner leur domicile habituel. Et c'est vraiment pour tenir compte de ces différentes contraintes que la mise en œuvre de cet arrêté a été décidée pour le dimanche 29 à minuit. Malgré tout ce temps laissé aux gens pour prendre leurs dispositions et regagner leur domicile habituel, je vous dis que ce matin, depuis ce matin jusqu'à 14 h, ce n'est pas moins de 300 à 350 demandes de laissez-passer exceptionnelles que nous avons enregistrées. Merci beaucoup. Pour toutes les autres questions qui portent essentiellement sur des questions de santé, je voudrais inviter ici le docteur Mamadou Samba. La première question était relative au nombre de... Le point de la situation au jour d'aujourd'hui. Le point de la situation se fait en général en fin d'après-midi, puisqu'on doit compiler les résultats qui sortent de l'Institut Pasteur et faire une analyse avant de... Donc si vous remarquez, ça sort en général le journal de 20 h ou un peu avant, mais c'est à cette heure-là qu'on a les derniers résultats pour consolider les chiffres. Donc au jour d'aujourd'hui, on a encore les résultats d'hier, mais aux alentours de 18 h, 19 h, vous aurez les résultats du jour. Oui, il y a toute une question sur le nombre de lits respiratoires. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision plus globale que le nombre de lits actuels. Le nombre de lits est forcément insuffisant. Le problème n'est pas là. C'est comment nous on fait en sorte d'avoir une bonne prise en charge. Vous savez, les cas de Covid-19 sont à la fois des cas qui peuvent être des cas simples, des cas modérés et des cas sévères. Au jour d'aujourd'hui, nous avons très peu de cas sévères. Nous avons des unités de réanimation au sein du CHU de Treichville qui permettent la prise en charge des cas sévères. On a une unité qui va avoir au moins 10 lits. 10 lits. Mais je voudrais aussi rappeler que la réanimation du Covid-19 est en dehors de la réanimation polyvalente qui existe déjà au CHU de Treichville. C'est une réanimation qui est dédiée au Covid-19. Le nombre de lits n'est pas un réel souci. Je pense que vous n'avez pas bien écouté monsieur le ministre du Tourisme qui a dit que pour des cas simples, ils iront dans un endroit bien précis, par exemple le Vitib. Le Vitib peut accueillir environ une centaine de personnes. Pour des cas, pour les cas contacts, ils seront à l'INJS qui peut accueillir 500 personnes. Mais au fur et à mesure, la stratégie s'adapte. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars. Peut-être que dans 2 jours, je dirai autre chose, puisque nous adaptons en fonction de l'évolution de la maladie. C'est une maladie que personne ne connaît. Donc l'évolution peut être différente. Nous nous adaptons. Au jour d'aujourd'hui, tous nos cas que nous suivons sont traités à la fois, soit en ambulatoire, soit hospitalisés. Les velléités de grève. Oui, nous avons appris aussi par Internet qu'il y avait des velléités de grève. Il y avait des velléités de grève. Mais je pense que c'est un mouvement d'humeur que monsieur le ministre a reçu certains syndicats pour échanger. La principale préoccupation, et nous la partageons, c'est comment les protéger face au Covid-19. C'était l'absence d'équipement de protection individuelle, les masques, les gants, les surblouses. Mais tout cela, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous avons reçu les dons qui nous permettent d'attendre que nos commandes qui sont passées puissent aboutir. Vous savez, les commandes qu'on passe maintenant, c'est au moins une semaine. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous allons livrer tous les hôpitaux qui en ont besoin. Mais c'est vrai que la quantité, comme je l'ai dit tout à l'heure, la quantité ne sera pas celle qu'ils souhaitent avoir, puisque tout le monde doit avoir aussi. Et donc il faut qu'on comprenne
que l'État fait de nombreux efforts pour cette lutte. Donc nous aussi, le ministre l'a dit, nous devons aussi faire notre, ou je ne sais pas si c'est le commissaire, nous devons faire notre part dans cette lutte. Car cette lutte n'est pas facile. On ne sait pas comment ça va évoluer demain. On ne sait pas le nombre de cas qu'on va avoir. On ne sait pas si le fait de vouloir dépister plus de personnes va envoyer plus de cas, comment on va les gérer. C'est tout cela qu'ensemble, nous, au niveau du ministère de la Santé, on essaie de réfléchir pour apporter la solution. Donc chacun, dans son département, doit jouer son rôle à fond. Nous comprenons vraiment avec beaucoup d'acuité les problèmes des agents de santé. Et nous apportons une réponse actuellement. Certes, au cas par cas, mais nous apportons une réponse. Vraiment, c'est le point que je voudrais dire sur ces petites velléités de grève. Mais je pense que les gens de santé en Côte d'Ivoire sont très responsables. Ils ne feront pas de grève, j'ose dire, sauvage dans cette période. Nous avons un cadre de concertation au niveau du ministère de la Santé entre nous, ministère de la Santé, et nos différents syndicats avec qui nous travaillons en très bonne harmonie. Je vous remercie. Parce que on est encore dans les chiffres théoriques, la capacité de tests par jour. Je vous dis simplement que le routier est capable de faire 1000 tests par jour. Mais nous, on ne fait pas 1000 tests par jour. On a en moyenne 100 tests par jour que l'on fait actuellement. Mais l'Institut Pasteur est capable de faire plus que ça par jour. L'Institut Pasteur est capable de faire 300 tests par jour. Mais là, on est encore en phase théorique. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, de manière théorique, nous sommes capables de faire 2000 tests par jour. Je perds le micro en plus. Nous sommes capables de faire 2000 tests par jour en Côte d'Ivoire. Donc le problème de la capacité opérationnelle ne se pose pas. Pas du tout. Nous avons certes quelques difficultés pour avoir des réactifs, mais cela est en train de se régler, puisque dans le don d'Alibaba, nous avons de nombreux réactifs qui vont nous permettre de tenir jusqu'à ce que nos commandes propres puissent aboutir. Donc les Ivoiriens seront testés s'il le faut. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est bon? Je peux y aller? D'accord. Merci. Mesdames et messieurs, merci. C'était le point de situation en ce lundi 30 mars 2020. Rendez-vous demain à 15 h ici même. Merci.